Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une émission qui s'annonce spéciale aujourd'hui, puisqu'on a l'honneur et le plaisir d'accueillir l'ancienne ministre de la Culture, Madame Lila Desquiron. Comme je le dis, elle est avec moi sur le plateau. C'est avec plaisir qu'elle va nous parler de son ouvrage Fétiche. Madame Desquiron, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour téléspectateurs. Bon, alors je rappelle rapidement que vous êtes du métier, vous vous y connaissez un petit peu. Vous avez vécu pendant un certain temps en Europe et vous avez beaucoup voyagé en Afrique et vous étiez ministre de la Culture. Il y a eu un silence pendant un certain temps et là vous êtes revenu avec ce que j'appellerais ce cadeau fétiche dont la vente signature est prévue cette semaine. Avant d'en parler, vous allez nous parler de vous, Lila Desquiron. Où est-ce que vous étiez passé? C'est très difficile de parler de soi, mais vous dire là où j'étais passé, c'est très facile. Le mois est haïssable. Voilà. C'est très facile de vous dire là où j'étais, parce que après mon passage au ministère de la Culture, j'ai été malade et j'ai dû me faire soigner. Et donc, je suis retournée en France, où j'habite pour le moment. Et donc, après, j'ai recommencé à travailler. Je travaille pour des maisons d'édition en France et j'ai une vie très remplie. Cependant, je rentre le plus souvent que je peux dans ce pays, car je ne peux pas rester trop longtemps éloignée d'Haïti. Vous ne pouvez pas rester trop longtemps loin de notre soleil, loin de cette chaleur humaine que l'on ressent chaque fois qu'on met le pied à terre en Haïti. Impossible de rester loin de la source. C'est un pays où je me ressource, où je redeviens moi-même. En fait, quand vous êtes à l'étranger, vous suivez de près l'actualité politique, Absolument. Ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça vous dit? Tous les jours. Eh bien, je crois que comme tous les Haïtiens, je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer maintenant. On est à un moment de transition et la façon de négocier cette sortie de transition est cruciale. C'est-à-dire que si nous ratons cette sortie de transition, ça peut être très grave pour un pays qui a été tellement éprouvé et qui est en état de sinistre et qui ne peut pas se permettre le luxe de rater encore ce passage. Mais on ne fait que ça, on ne fait que rater les opportunités depuis le 7 février 86 à nos jours. On parle même d'autres opportunités ratées, par exemple l'indépendance haïtienne. On estime que c'est une période ratée, on devait en profiter aussi pour mettre le pays effectivement sur les rails du développement, voire et même de la démocratie. Ce ne serait pas le cas, et ce n'est pas votre avis? Vous savez que tout ce qu'on a fait de bon depuis l'indépendance, on l'a fait quand on a arrêté de s'entre-déchirer. On l'a fait quand on a compris que l'union était la chose la plus importante dans ce pays. Or, moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que je ne vois pas se dessiner des perspectives d'union nationale. Or, c'est la chose la plus importante pour le moment. Il faudrait que nous le fassions. Quand on observe ce qui se passe en Haïti, surtout quand on est à l'étranger, on a toujours des propositions. C'est comme quelqu'un qui observe un match de football et qui se dit, si j'avais le ballon à mes pieds, voilà ce que j'aurais fait. Et vous, quand vous observez tout ce qui se passe chez nous, Lila Desquiron, vous vous dites quoi? Vous savez, mon passage dans un gouvernement m'a fait comprendre que tout n'est pas aussi simple. On ne peut pas toujours dire « yaka », faire ci ou ça. Les choses sont très complexes. Mais au fond, en même temps, les problèmes sont tellement énormes en Haïti que c'est simple. Il faudrait simplement avoir la volonté de les résoudre. Là, vous parlez de volonté politique ou pas? De volonté politique, absolument. La volonté politique de sortir des querelles intestines, de politique politicienne,
pour s'attaquer aux vrais problèmes de ce pays. Mais vous parlez de volonté politique, Lila Desquiron. Vous pensez que ça suffit en Haïti? Il y a toujours une opposition farouche. Nous avons fait le choix de la démocratie, donc l'opposition fait partie de la démocratie. Mais ça doit être une opposition constructive, pas une opposition qui est là pour empêcher toutes les initiatives positives. Moi, je peux vous dire que j'ai présenté des choses quand j'étais au ministère de la Culture à des intellectuels haïtiens qui ont fait obstruction systématique à ces projets et j'étais à peine parti qu'ils les ont repris. Et je pense que si on ne dépasse pas ces petitesses, nous n'irons nulle part. Vous êtes en train de me donner raison, madame, quand je vous disais que parfois la volonté ne suffit pas, la volonté politique ne suffit pas. Parce que je ne crois pas qu'elle suffise. Bon, voilà, c'est important quand on veut réaliser des choses, mais comment contourner les défis, les problèmes et l'opposition aussi? La volonté politique ne suffit pas, mais elle est la base. Et je pense qu'avec ça, c'est un outil qui permet de travailler et d'avancer. Maintenant, le dialogue avec l'opposition, il faut arriver à l'établir. Ce n'est pas dans nos traditions, mais il faut le faire. Et puis, il faudrait aussi que les gens qui ont pris la peine de se doter d'une formation se mettent au service de leur pays. Parce qu'il y a des solutions techniques à apporter. Et tant que nous attendrons que l'international le fasse à notre place, ce ne sera pas fait. On n'a jamais vu un pays se développer par l'extérieur. Le pays se développe par l'intérieur. Et nous avons suffisamment de ressources pour le faire. Ce n'était pas sans raison quand j'ai parlé de votre vie à l'étranger au début de l'interview à Mme Desquiron. J'ai dit en Europe, mais vous avez aussi voyagé souvent en Afrique, pour vous répéter. Mais dites-nous, partagez avec nous ce que les autres disent de nous. Ce que vous avez, ce que vous entendez. Les autres prennent toujours un air découragé quand on parle d'Haïti en disant c'est un pays qui a trop de malheurs. C'est l'image que nous donnons. Pourquoi? Parce qu'au fond, les médias ne s'intéressent à nous que quand nous avons des malheurs. Il faut dire que nous en avons beaucoup. Et qu'il n'y a pas que la nature qui soit responsable de nos malheurs. Et la nature y a été pour beaucoup. Mais je pense que nous sommes à l'origine de beaucoup de choses. Et je pense que l'international ne nous veut pas toujours de bien, mais trouve en Haïti toujours des auxiliaires extrêmement zélés. Et quand il s'agit d'intervenir dans le pays, et pas toujours à bon escient. La politique vous intéresse encore? La politique, je pense, devrait intéresser tous les citoyens. Et tant que tous les citoyens haïtiens ne se sentiront pas concernés par la politique sera prise en otage par un petit groupe de gens pas toujours très recommandables. Il faut le dire, il faut le répéter. Je pense que tant que nous n'aurons pas compris que nous devons nous impliquer dans la vie politique de notre pays, nous n'avancerons pas. Ça vous dit quoi quand on parle de majorité silencieuse en Haïti? La majorité silencieuse, je me rends compte que quand elle sort de son silence, on est obligé on ne l'écoute que quand elle a recours à la violence, malheureusement. Malheureusement. Donc, elle y a recours quand elle est acculée. À ce moment-là, elle cesse d'être silencieuse. Voilà. Le seul moyen qu'elle a de se faire entendre, c'est celui-là. Quand je regarde ce que nous avons vécu ces dernières années en Haïti, le peuple haïtien a essayé de se faire entendre de manière pacifique à plusieurs reprises. On ne l'a écouté que quand il s'est remis à tout casser. C'est pas normal. Non, mais est-ce que, à votre avis, Lila Desquiron, c'est effectivement le peuple qui casse? Il n'y a pas toujours, je dirais, quelqu'un qui tire la ficelle? Parce que quand même, prendre la décision d'aller tout casser sur son passage, c'est pas un bon exemple quand même. Non, c'est pas un bon exemple, mais je vous le redis. Au fond, la classe politique de ce pays accule le peuple à la violence, c'est le seul moment où on l'écoute. Mais
quand vous dites qu'il n'y a pas quelqu'un, je ne pense pas qu'il y ait un deus ex machina derrière le peuple haïtien. Je ne pense pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de forces qui essayent de le manipuler et qui arrivent à manipuler des groupes minoritaires. Mais je pense que la colère du peuple, quand elle s'exprime de manière incontrôlable. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, mais comment empêcher et tout cela? Comment le prévenir? Comment éviter que... Comment prévenir? Oui. Prendre ce pays en main, le faire marcher, Qui doit l'organiser, prendre ce donner pays en du main? travail. Vous vous imaginez que Port-au-Prince est une ville où il y a plus de 60% de chômeurs? Attendez, des jeunes qui sont souvent, ça arrive, se sont donné la peine de faire des études dans des conditions extrêmement difficiles, ils ne travaillent pas. Comment voulez-vous? Mais est-ce que est-ce que cela justifie ce qui se passe ou se fait de mauvais chez nous, le fait que le taux de chômage est assez élevé, que l'on recourt souvent à la violence pour avoir accès à un Eh bien, je vais vous dire, je ne penserai pas à justifier le fait que le peuple réagisse à sa misère. Je n'essaierai même pas de le justifier, c'est quelque chose qui est logique, qu'on peut comprendre. Ce qui est injustifiable, c'est la façon dont ce pays a été géré et administré. Et la corruption, ça c'est injustifiable, qui règne dans ce pays, et ça c'est injustifiable. Maintenant, comment le problème est adressé? Et on subit les conséquences de ce que vous êtes en train de dénoncer là ce matin avec nous. Mais que faire? Qui doit donner le ton? Nos dirigeants, vous voulez dire? La classe dirigeante actuelle, je pense... Pas le peuple en tout cas. Pourquoi pas? Non, mais il faut un guide, il faut un dirigeant. Écoutez, je vais vous dire, quand on parle de démocratie, les dirigeants sont normalement issus de la volonté populaire. C'est ça la définition de la démocratie, quand même. Oui, mais quand on a une démocratie représentative, par exemple, c'est à travers ses représentants que le peuple s'exprime, n'est-ce pas? Devrait, oui. Devrait. C'est parce que vous constatez, non? Je ne constate pas ça, non, non. C'est le contraire. Je constate que les gens que le peuple a élus dans les conditions que nous connaissons tous, nous sommes des Haïtiens dans notre pays, ces gens-là, je pense qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, Madame Descriron, est-ce que nous sommes condamnés? Je ne pense pas que nous soyons condamnés. Je pense que il faut faire confiance aux jeunes dans ce pays, parce que cette classe politique dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est des gens qui vont s'en aller et qui doivent s'en aller et qui représentent un passé révolu qui pèse de tout son poids encore sur notre vie politique. Il faut laisser place aux jeunes, aux gens qui ne sont pas encore corrompus, aux gens... Moi, je leur fais confiance. Est-ce que vous pensez que pour sortir Haïti de ce bourbier, on devra inévitablement passer par un chit-attendé, comme on dit, une conférence nationale, l'état des lieux de la nation? Quel est le mécanisme par lequel passer pour résoudre pour le bon nos problèmes, à votre avis? Le dialogue? Voilà, je pense que le dialogue, c'est très important. Mais nous devons apprendre à le faire parce que nous ne savons pas. Le dialogue, c'est très important. Le dialogue passe par le respect mutuel. Le dialogue passe par l'acceptation de la pluralité. C'est-à-dire il faut accepter de parler à des gens qui ne pensent pas comme nous, échanger et sortir de ce dialogue des solutions. C'est vrai qu'il faut dire une chose, nous avons beaucoup parlé dans ce pays et très peu fait. Donc il faudrait qu'on se mette à dialoguer dans une perspective d'action. Pourquoi vous ne parlez pas de notre mentalité aussi? De notre mentalité. Et vous savez, il n'y a pas une mentalité en Haïti. Si vous voulez parler de la mentalité de la classe politique, on peut en parler, elle est déplorable. Le peuple haïtien ne mérite pas cette classe politique, je pense. Maintenant, moi, quand je regarde le peuple haïtien, je vois un peuple qui est progressiste pour ce qui me concerne, qui est ouvert au progrès, qui est toujours prêt à accepter, à recevoir des informations nouvelles, à les prendre, à faire. C'est un peuple qui est
exemplaire, moi, je trouve. Un beau peuple. C'est un peuple magnifique. C'est un peuple qui veut sortir de la misère et qui a toujours été marginalisé. En ce qui me concerne, en tout cas, ma lutte et mon engagement a toujours été pour sortir ce peuple de l'exclusion. Je me suis toujours trouvé de ce côté-là. Et j'ai rencontré, dans le courant de ma lutte, des gens extraordinaires qui ont essayé de faire coïncider la volonté du peuple avec leur lutte politique. Mais c'est extrêmement difficile. Peut-être on reviendra sur la politique, surtout pour parler du contexte actuel. On est passé à pieds joints là-dessus au début de l'interview. On pourra revenir, mais je veux bien rappeler que l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de parler de fétiche, n'est-ce pas? Voilà. On reviendra tout de suite après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Lila Desquiron est notre invitée ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Lila Desquiron est avec nous ce matin. On a parlé politique au cours de la première partie de l'émission. On est des Haïtiens, on ne peut pas ne pas parler politique. Oui, oui. Et est-ce que vous vous souvenez de cette question que je vous ai posée quand j'ai dit est-ce que l'espoir est perdu? Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Moi, j'ai de l'espoir. Vous avez de l'espoir. J'ai de l'espoir. Et le contexte actuel? Il est difficile, il est inquiétant. Et je vous l'ai dit au début d'émission, nous ne devons pas rater cette sortie de crise. Si nous la ratons, c'est très grave pour le pays. C'est pourquoi je vous ai dit que j'étais inquiète en même temps que j'ai dit que j'avais de l'espoir. Quand vous dites qu'on ne devrait pas rater cette sortie de crise, là vous faites allusion au respect de l'accord conclu entre les deux responsables, l'ancien président et l'actuel? Bon, je pense que cet accord c'est la base à partir de laquelle on va essayer d'avancer. Mais pour le moment, M. Privert a cette tâche extrêmement difficile d'assurer des élections dans un délai extrêmement court. C'est une tâche ardue. Cela dit, je pense que M. Privert est un des rares Haïtiens qui a décidé de mettre sa compétence au service du pays. Dans des circonstances... Vraiment, dans des circonstances difficiles. C'est un sacrifice politique qu'il a fait là. Mais c'était un ancien collègue à vous, non? Oui, nous nous connaissons bien. Nous étions ministres dans le même gouvernement. Oui. Voilà. Et quand vous avez appris la nouvelle qu'il allait se positionner, par exemple, pour devenir ministre, vous vous êtes dit que oui, il a la compétence, il a l'expérience. Je me suis dit que c'était une solution de bon sens. Je parle là, de son accession à la présidence provisoire. C'est une solution de bon sens parce que c'est un homme de dialogue. Voilà. Je pense que c'est un homme rassembleur et qui a des convictions proches des miennes, je peux dire, et qui, bon, je pense qu'il a les compétences. C'est un homme très qualifié. Il a les compétences pour le faire. Maintenant, c'est très difficile. Est-ce qu'il va réussir? C'est ce que je souhaite de tout mon cœur au pays et à lui. On le présente parfois comme un modéré, c'est votre point de vue? C'est un homme calme et modéré, absolument. Mais d'aucuns, je ne veux pas parler de détracteurs, mais d'aucuns voient en l'accession de M. Privert comme étant un retour de la Valace au pouvoir. Je ne crois pas qu'il commettrait l'erreur d'être partisan pour le moment. Son travail est de faire les élections et je pense qu'il est capable de le faire. Je ne crois pas que ce soit la Valace qui retourne au pouvoir maintenant. Si la Valace retourne, le peuple aura élu la Valace. Mais pour le moment, il a un travail à faire et je pense qu'il aura à cœur de le faire. Maintenant, qu'est-ce que les élections vont donner? Si elles sont honnêtes, si elles sont très bien, la Valace peut revenir au pouvoir, c'est possible. Pourquoi fétiche? Alors, fétiche. Voilà une question qui dérange. Hein? Tes paroles pour un prière. Surtout la façon dont elle est posée. C'est vraiment du coq à l'âne. Absolument. On est d'accord. Pourquoi fétiche? Pourquoi fétiche? Fétiche est un mot portugais.
il vient du mot feitiço, qui est portugais, et qui veut dire objet fabriqué par l'homme. Oh, alors là c'est l'étymologie. C'est l'étymologie, mais les Portugais ont utilisé ce mot quand ils ont vu les premiers objets africains, et ça date du XVIe siècle. C'est la première rencontre entre l'Occident et l'Afrique, ça s'est fait par les Portugais. Bon, alors, pendant toute la colonisation... Parce que moi, je pensais à autre chose. Quand on parle de chiffres fétiches, quand on parle de fétichisme, par exemple... Oui, voilà. Pendant toute la colonisation, on a dit les Africains sont des fétichistes et on a employé le mot fétiche dans un sens négatif. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours attiré et que je n'utilisais pas à cause de cela. À cause du côté négatif, alors? À cause de l'utilisation colonialiste du mot. Quand j'ai été en Afrique, et j'ai été au Bénin, partout guidé par un homme qui était interprète, donc qui traduisait du fond en français. Et cet homme-là commençait toutes ses phrases par « Lila, le fétiche a dit ». Et le fétiche a dit. Donc c'était chaque fois, il traduisait la parole des vaudous, donc les esprits qui étaient incarnés dans les gens. Et ça m'a donné un sentiment de liberté. Je me suis dit, je vais utiliser ce mot pour décrire tous ces objets qui viennent d'Afrique et qui ont été créés pour capturer les esprits. Donc le fétiche a dit, c'est comme si chez nous, on disait... Le loi a dit. Le loi a dit, ou les esprits ont dit, quelque chose Mystère a dit. Le mystère a dit. Oui. Et l'inspiration vient justement de cela. Oui, vient du fait qu'il utilisait ce mot avec beaucoup de liberté. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours plu. Donc, il s'en était approprié, lui. Il l'avait pris au colon pour en faire son mot à lui. Et moi, je me suis dit, je vais faire comme lui. Non, alors c'était son mot à lui ou bien ça faisait partie de... Ça faisait partie de sa culture. De la culture, oui. de sa communauté. Il trouvait que ce mot français convenait. Moi aussi. Alors, à travers Fétiche, nous allons découvrir quoi? Une collection ou bien un esprit? Dites-nous. Une collection est un esprit. Une collection, c'est une façon d'aborder une culture. J'ai pendant 20 ans rassemblé ces objets qui sont là. Et ma collection va continuer parce que c'est une inspiration et que ça remplit ma vie. Donc, j'ai rassemblé pendant 20 ans ces objets que j'ai achetés soit en Afrique, soit en France, parce qu'il y a des marchands africains qui viennent en France avec de très beaux objets. Il faut savoir les choisir. J'ai reçu la formation qui me permet justement de sélectionner les objets authentiques. Tous ces objets sont des objets anciens et qui ont des fonctions variées. Il y en a qui sont des objets qui représentent des ancêtres, d'autres qui sont des masques d'initiation, d'autres qui sont des objets qui représentent des esprits de la nature. Donc ce sont des objets extrêmement variés qui viennent de plusieurs cultures différentes. Destinés à qui? Par les gens qui les ont faits ou par moi? Non. Le livre. Cette collection est destinée à qui? Alors, à quel public, je veux dire? Voilà. D'abord les gens qui aiment l'art africain, ou les gens qui aiment l'art tout court, et aussi aux bibliophiles, parce que c'est un livre qui a été tiré à très peu d'exemplaires et qui va représenter un objet de collection. Je suis en train de regarder Louloua et une statuette féminine. Qu'est-ce qu'elle traduit, qu'est-ce qu'elle représente? Alors ça, c'est une statuette qui représente un ancêtre féminin. Parce que ce qui est très beau dans l'art africain, c'est que, et comme chez nous d'ailleurs, les esprits sont soit masculins, soit féminins. Ça n'a absolument aucune différence au niveau de la force mystique des esprits. Donc dans le livre, on ne trouvera que ça, n'est-ce pas? Il y a un deuxième. Là, le bois tendre, kaolin, patiné, sombre, poli, c'est aussi un masque ancien, très stylisé. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un masque magnifique. C'est un masque de la société Ngil
qui vient de chez les Fang du Gabon. Et c'est un masque de société initiatique. Et figurez-vous qu'un masque similaire, que je trouve moins beau que le mien d'ailleurs, a été vendu dans la collection Vérité pour 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Oui. Et puis il y a aussi, je ne sais pas comment cela se prononce, Kota Mahongwe ou Mahongwe. 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 Et ce sont des reliquaires, les statues Mahongwe. L'âme de cette statue est en bois et elle est recouverte d'une plaque de cuivre et elle est déposée au-dessus d'une corbeille où se trouvent des ossements des ancêtres du clan. donc vous avez tous ces objets en dur chez vous? Oui, je les ai tous. Et là, vous nous permettez de... J'ai voulu faire ce livre aussi pour partager le bonheur que me donne cette collection. Parce que c'est une pièce où je travaille, je les ai tous autour de moi et ça me rend très heureuse et ils me donnent beaucoup de force. C'est des objets chargés, hein, ils sont très forts. Maintenant, vous baptisez le livre Fétiche et vous avez partagé avec nous les raisons pour lesquelles vous avez choisi de donner ce titre à votre œuvre, à votre ouvrage. Mais est-ce que ces objets-là sont de vrais fétiches chez vous? Ces objets sont de vrais fétiches d'abord. Ou bien de vrais fétiches chez vous et pour vous. Oui. D'abord, on va regarder l'objet en lui-même. Il a été créé par un sculpteur. En général, j'essaye de choisir des objets qui sont beaux. Donc, c'est un sculpteur qui est un grand sculpteur en général. Et ce sculpteur destine cet objet à devenir un réceptacle d'esprit. Qu'il soit un masque ou une statue d'ailleurs. Maintenant, je pense que, comme j'ai des objets authentiques, c'est des objets qui ont été vendus à des marchands par des gens qui les avaient désacralisés pour s'en séparer. Parce que ce qui caractérise l'art africain, c'est que les Africains ne comprennent pas du tout qu'on puisse garder des objets vieux ou même abîmés comme les miens. Eux, il faut que l'objet soit neuf. Dès que l'objet commence à s'abîmer, on le désacralise et on en met un autre neuf à la place. Donc ce sont des objets désacralisés, mais qui pour moi sont des fétiches, parce qu'ils ont pour moi une puissance mystique très forte. C'est encore des réceptacles d'esprit, pour vous répéter. Ce sont des réceptacles. Qu'on peut utiliser, par exemple, à dessein, si jamais on envisage la possibilité de mettre chez soi, de créer chez soi un sanctuaire. Bon, j'y ai pas pensé. Vous n'y avez pas pensé? J'y ai pas pensé, vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, ces objets viennent de cultures très différentes. Et chaque culture a son approche. Il y a une unité en Afrique, mais il y a une immense diversité. Donc, c'est comme si je vous disais que quelqu'un qui vient de Scandinavie voudrait s'approprier d'un objet vaudou de chez nous pour en faire quelque chose dans sa culture à lui. Ça serait plutôt bizarre. Donc, mais le fait d'avoir ça chez vous, le fait de les considérer comme des fétiches, ça fait de vous quelqu'un, une personne, je dirais, pluriculture. Oui, c'est ça. Je dirais plus ça. Cela dit, dans ma collection, il y a des objets avec lesquels j'ai une certaine affinité. Par exemple, les Haïtiens viennent de la partie Dahomey, Togo, Nigeria et du Congo, des cultures Congo. J'ai une grande affinité avec les fétiches Congo. Et il y en a un qui a l'air très méchant, qui a le bras levé, il avait un couteau dans la main, ce couteau a disparu, bon, mais il est couvert de clous, etc. Et moi je dis que cet objet me protège et qu'il chasse tous les gens qui veulent me faire du tort. Ah ouais? Ça fait pas fait de vous une personne superstitieuse, non? Non, je dis ça avec humour. On va dire ça. Maintenant, dites-nous, fétiche et la ventilature, c'est pour demain? Alors, c'est demain jeudi 25, à partir de 5 heures. Je serai très heureuse d'accueillir tous les gens qui sont attirés par l'art africain. Et ça, ce sera à Illumina,
Lotus Plaza, angle rue Auger Et Faubert. et Faubert. Alors, dites-nous, c'est pas très cher, non? Vous avez envie de parler d'argent là? Oui, oui. Bon, oui, c'est un livre précieux et c'est un livre que j'ai essayé de vendre le meilleur marché possible pour Haïti. J'ai fait un prix spécial pour mes compatriotes. Est-ce que ça veut dire que le livre n'était pas destiné aux Haïtiens? Non, ça veut dire que comme je le destine aux Haïtiens, j'ai fait un prix spécial pour eux. Le livre s'est vendu en France et en Belgique beaucoup plus cher. Et comment a été l'accueil? Très bien, très bien. Et qu'est-ce que vous espérez Vous savez qu'il y a beaucoup de collectionneurs d'art africain en France et en Belgique et que ces gens sont venus et ils ont bien apprécié le livre. Ils m'ont fait beaucoup de compliments, j'étais très contente. Et bon, j'espère que ici, on va l'aimer aussi. Vous n'êtes pas certaine en disant tout ce dont vous espérez? Mais je vous dirai ça après, puisque vous venez. Vous verrez bien. Mais avoir ça chez soi et l'ouvrage... C'est un bel objet. C'est pas une partie de Lila qu'on va mettre chez soi? Un peu, oui. Il y a beaucoup de mon cœur là-dedans, oui. Et de ce que j'ai appris aussi, parce que quand même, il a fallu que j'utilise mes connaissances pour sélectionner les objets, pour les étudier et pour les donner au livre la définition des objets, l'usage, l'origine et tout ça. Maintenant, alors, parlons encore de l'adresse. Très certainement, il doit y avoir des gens qui sont intéressés à posséder, à se procurer ce livre. Et que je serais très heureuse d'accueillir. Donc c'est angle rue Auger et Faubert, à Pétionville, à Illumina, Lotus Plaza. Le dernier mot de Lila? Le dernier mot, on va parler parler à la fois de l'Afrique et d'Haïti, puisque au fond l'Afrique est notre berceau. J'espère que les esprits tutélaires qui sont véhiculés par ces fétiches nous porteront chance et bonheur. Merci encore une fois, Madame Desquiron. C'est un plaisir de vous accueillir. D'ailleurs, c'est pour la première fois, en tout cas. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Je vous souhaite bonne chance et du succès. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli ici. Voilà. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancienne ministre de la Culture, Madame Lila Desquiron, était notre invitée ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.